Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bonsoir à tous ceux qui sont fort éloignés de nous autour de cette table virtuelle. Merci d'être avec nous ce soir et sans plus attendre, je passe la parole à l'ambassadeur Dietmar Schweizguth, secrétaire général du Centre franco-autrichien, pour ouvrir nos débats. Dietmar, vous avez la parole. Bonsoir et bienvenue à cette conférence en vidéo qui traite des relations transatlantiques après l'élection du président Trump, un sujet de grande actualité. On a vu que déjà lors de son premier mandat, euh, l'administration Trump à l'époque a remis en question l'alliance transatlantique avec sa politique de America First. Et la chancelière Merkel, à l'époque, n'était pas la seule qui a dit les moments seraient venus pour l'Europe de prendre son sort en main. C'était plus facile à dire que le faire. Et après l'élection du président Biden, on pourrait excuser les Européens de penser que cette administration Trump de 2017 jusqu'à 2021 était de quelque sorte une aberration historique. Et après l'élection de Biden, l'alliance transatlantique et les relations seraient de retour comme on les a vues auparavant. La Russie contre l'Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, la situation géopolitique a fondamentalement changé et a montré aussi que l'Europe était plus dépendante des États-Unis que jamais. Donc, avec la réélection du président Trump, dans un contexte géopolitique tout à fait différent, avec une Europe qu'on pourrait dire affaiblie aussi par la montée du populisme de droite dans pas mal des pays, une faiblesse politique dans pas mal de pays membres et aussi une situation économique devenue plus difficile, l'Europe se trouve face à un défi sans précédent. Donc, la question se pose déjà après seulement quelques semaines de la présidence Trump 2, comment l'Union européenne pourrait réagir à ce défi, à ce challenge. Et ça sera le débat de ce soir avec un panel de grands experts. Et je suis très heureux que Dominique David, le président du Centre franco-autrichien pour les rapprochements en Europe et conseiller du président de l'IFRI, comme il s'agit d'une coopération entre les deux pour cette discussion d'aujourd'hui, va animer le débat. Et moi, je me réjouis et j'attends avec impatience une discussion passionnante. Et avec ça, je voudrais passer tout de suite la parole à Dominique David. Merci beaucoup, Dietmar. Il va de soi que si vous voulez intervenir dans ce débat, vous avez toutes les compétences et les positions pour le faire. Nous avons effectivement derrière nous, comment dire, 3 semaines d'ouragan. L'ouragan de Trump et il c'est peut-être encore un peu tôt pour essayer de faire le point sur la nouvelle donne transatlantique, mais tout se passe comme si au niveau diplomatique, au niveau commercial, au niveau économique plus large, au niveau des relations technologiques, tout était impacté par cette nouvelle présidence. Alors la question, c'est avec quels effets, bien sûr, sur l'Union européenne et sur des relations transatlantiques qui, qu'on le veuille ou non, définissent très largement notre rapport au monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, j'ai essayé de résumer auprès de nos participants les grandes questions que nous aurions envie de leur poser. La première question, au-delà du spectacle permanent, naturellement, de la présidence Trump, la première question, c'est, au-delà de toutes les questions posées, quels sont les défis majeurs, vraiment les 2 ou 3 défis majeurs qui vous semblent posés à l'Union européenne par cette présidence Trump, les défis spécifiques? La deuxième question, c'est évidemment, est-ce que l'Union européenne
Et d'ailleurs, plus largement, les Européens, puisque nous savons que les Européens ne se résument pas toujours à l'Union européenne et les Européens peuvent-ils répondre à ces défis et comment? Puis la troisième question, un peu plus prospective sur les rapports transatlantiques, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer sur l'état de ces rapports transatlantiques à la fin de la présidence Trump? Vous me direz que la présidence Trump étant par définition imprévisible, il est difficile de prévoir l'état des rapports transatlantiques, mais on peut essayer d'imaginer dans quelle direction nous allons aller. Bien entendu, nous ne répondrons pas intégralement à ces questions. Nous avons plusieurs années pour y répondre, mais on peut essayer d'ouvrir plusieurs voies. Alors, nous avons un panel exceptionnel pour répondre à ces questions. L'ambassadeur Ferdinando Nelli Ferrocci, qui est prévu pour ce soir, va nous rejoindre au courant de ces débats, je le suppose. Il est aujourd'hui conseiller scientifique de l'Istituto Affari Internazionali de Rome, qu'il a présidé de 2013 à 2024, et il a occupé de multiples hautes fonctions, comme vous tous, et en particulier à Bruxelles, celle de commissaire aux industries. L'ambassadrice Eva Tomotny, madame, bonsoir, préside le conseil Bonsoir. préside le conseil de surveillance de l'Université de Vienne et est vice-présidente du Bruno Kreisky Forum. Et vous avez été, entre autres postes bien entendu, ambassadrice d'Autriche en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'ambassadeur de France, Pierre Vimont, est ancien ambassadeur de France aux États-Unis également, et il a été, entre autres aussi prestigieux poste, secrétaire exécutif du service européen d'action extérieure. Il enseigne aux États-Unis et il est senior fellow à la Fondation Carnegie Europe. Autour de cette table d'ambassadeurs, je dirais, j'oserais peut-être qualifier Laurence Nardon d'ambassadrice de l'IFRI, où elle dirige, si vous le permettez, où elle dirige le programme Amérique. Voilà, vous voyez que nous avons pour ce dialogue autour de notre table virtuelle de remarquables et étendues compétences sur tous les problèmes transatlantiques. Je comptais demander à l'ambassadeur Ferrocci d'ouvrir le débat. Il va nous rejoindre, je l'espère, en cours de débat. Je vais donc demander à Madame l'ambassadrice si elle veut bien ouvrir le feu, si je puis dire. Je ne sais pas sur qui vous voulez tirer, Madame l'ambassadrice, mais le feu est ouvert. Je vous ai demandé chacun de limiter un peu, si vous le pouvez, vos propos, de manière à ce que vous puissiez échanger après vos exposés liminaires. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci, merci, merci. Et merci encore de l'invitation à cet débat très intéressant. Euh, un débat le moment juste parce que cette question, comment les relations transatlantiques vont se dérouler dans l'avenir proche, est vraiment une question qui nous préoccupe fortement. Nous sommes dans la francophonie, alors c'est important que on développe ses pensées en 3 points et je vais faire de mieux pour respecter ces règles qu'on a appris. Euh, En premier lieu, si on parle des défis, je veux mentionner quelque chose qui me préoccupe et qui me préoccupe vraiment fortement, et c'est la question de l'infusion de l'oxygène qui arrive de Washington dans l'extrême droite en Europe. C'est quelque chose qui nous concerne. Nous avons vu, par exemple, cette réunion du parti d'extrême droite à Madrid récemment, où on a défini un ennemi commun, et c'était l'Union européenne. Dans une situation où il y a tellement de problèmes avec la Russie, l'Ukraine, le Moyen-Orient, des problèmes qui se déroulent maintenant à Washington, euh, on a défini l'Europe, l'Union européenne comme l'ennemi commun. Nous avons suivi pendant les dernières années déjà les activités de Steve Bannon, un des conseillers de M. Trump,
qui encourage tous les partis de l'extrême droite et qui a établi une sorte d'académie en Italie pour éduquer et renforcer un peu la coopération entre les différents partis. Alors, c'est un phénomène qui nous préoccupe fortement et que je pense est un vrai défi pour l'Union européenne. Et ça m'apporte à ma deuxième point, c'est la situation de l'Union européenne même. Et là, on doit se rendre conscient que euh, à Washington, on regarde l'Union européenne pas seulement avec très peu de compréhension et certaine mesure de mépris. Hmm. Et c'est une situation grave qui est très difficile aussi réagir contre elle. Nous avons vu que président Trump, a classifié Bruxelles comme un hellhole. Il a parlé de l'Union européenne comme un ennemi. Alors, ça nous pose des graves problèmes. Et dans ce contexte, il y a un vrai défi pour l'Union européenne d'éviter que la politique américaine essaie de diviser et de partager les membres de l'Union. Et nous avons vu, il y a déjà un certain moment, euh, entre le gouvernement du président Bush et vice-président Cheney, comment c'était facile d'introduire la division entre les membres de l'Union européenne. Et c'est maintenant une grande tâche pour l'Union même de renforcer un peu euh, la cohésion interne et d'éviter de se laisser diviser par des influences de l'extérieur. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que je voulais bien faire, euh, nous avons vu, euh, et c'est aussi quelque chose de très récent, dans ce sommet que M. Macron a invité à Paris sur l'intelligence artificielle et les mesures qu'on doit prendre. Nous avons entendu les explications, les déclarations du vice-président Vance, euh, où il est devenu très clair que du point de vue de cette nouvelle administration, liberté de presse, liberté de penser est, est vue d'une manière très différente que de l'Europe. Hein. Parce que on demande une liberté totale, sans règlement quelconque, qui va être très difficile du point de vue de l'Europe, qui respecte certaines règles, qui se préoccupe aussi de contenu de tous ces différents médias sociaux, alors qui a établi aussi des règlements. Alors, une discussion entre États-Unis et l'Europe sur la définition de liberté de presse, liberté de pensée, ça va devenir nécessaire. Euh, ce sont, ce sont les trois préoccupations qui vraiment me touchent. Euh, je n'ai pas parlé et avec intention
de l'économie parce que je suis convaincue que les défis économiques qui se posent probablement seront réglés en négociation. À partir de ce moment, on va reconnaître l'importance des relations économiques pour l'économie des États-Unis et aussi l'importance des différentes chaînes, comment dit-on, Lieferketten, les chaînes de livraison qui sont facilement interrompues. Et je pense que maintenant, c'est déjà de l'intérêt de l'industrie et de différentes euh, spécialistes aux États-Unis qui ont remarqué que c'est un vrai problème aussi pour l'économie des États-Unis, pour l'industrie surtout des États-Unis. Alors, ce sont un dernier point euh, concerne plutôt les devoirs de l'Union européenne même. Et c'est surtout la question de la sécurité. Il faut renforcer la sécurité de l'Union. Il faut prendre les mesures pour la défense commune. Il faut développer l'industrie qui est nécessaire pour équiper nos armées. Alors, ce sont des devoirs que l'Union européenne doit prendre très sérieusement dans cette situation qui est devenue si complexe. Alors, pour seulement quelques pensées pour démarrer un peu le débat. Mais elles sont bien suffisantes pour un long débat, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup. Et dans toutes vos remarques, j'ai envie de vous renvoyer deux questions à la fois très naïves et importantes, mais on les développera dans le débat. Tendanciellement, est-ce qu'il vous semble que les membres de l'Union européenne vont vers plus d'unité ou plus de division? C'est brutalement demandé, mais c'est quand même la question qui nous est posée. Et puis sur votre approche très intéressante de la liberté d'expression qui a été manifestée par, j'allais dire, les quelques hystériques qui entourent le président Trump, est-ce qu'il vous semble que on est en train de développer en réalité des cultures communes, des cultures de plus en plus divergentes, ce qui, au niveau des relations transatlantiques, serait évidemment très intéressant, mais très dangereux. Ou est-ce que c'est une vision européenne? Est-ce que ce sont des accès d'humeur qui éventuellement passeront rapidement aux États-Unis? Ne me répondez pas, c'est juste mes réactions à vos très intéressantes remarques. Monsieur Mais ce l'ambassadeur, sont des questions très intéressantes qu'on va toucher dans le débat. merci beaucoup, mais c'est vous qui me les suggérez. Monsieur l'ambassadeur Vimon, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de m'avoir invité et de me permettre ainsi de retrouver euh, de vieux amis avec lesquels nous avons beaucoup travaillé sur les bancs de l'école européenne pendant de nombreuses années. Euh, les questions qu'a déjà et les remarques qu'a faites Eva euh, sont très intéressantes et les questions additionnelles que vous avez posées, Monsieur le Président, le sont tout autant. Je vais déjà donner peut-être un peu mon opinion à l'occasion des quelques minutes qui me sont accordées pour lancer le débat de mon côté. Euh, première observation pour répondre à votre question sur les deux ou trois défis majeurs autour des relations transatlantiques. Il me semble que Eva a mis le doigt sur peut-être un problème tout à fait essentiel du défi, je dirais, au-delà des questions que sont le commerce, les nouvelles technologies, j'y reviendrai, peut-être même les questions de sécurité qui sont essentielles,
c'est qu'on voit autour de la nouvelle administration Trump se développer une idéologie qui est, à mon avis, différente de Trump numéro un et beaucoup plus préoccupante, en effet. Parce qu'on le sait, la nouvelle administration arrive avec beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de confiance en elle. Il est très frappant ici aux États-Unis où je me trouve aujourd'hui, et j'étais déjà là lors de l'arrivée de la première administration Trump. Il y a une loyauté totale dans l'administration du président Trump. Personne n'élève la voix, même pas pour s'opposer, mais pour essayer de nuancer la pensée du président. Il est tous les jours à la télévision, souvent dans l'après-midi, en train de signer de nouveaux executive orders et développer sa pensée. Et même quand cette pensée paraît presque extravagante, comme on l'a vu à propos du Groenland ou de Gaza, personne ne s'y oppose. C'est un tapis roulant qui ne s'arrête pas. Or, cette idéologie, vous l'avez souligné à l'instant, elle est, euh, elle est l'idéologie de Make America Great Again, mais sous une nouvelle version qui est la version de la Silicon Valley, c'est-à-dire la version tout est possible, on peut faire des erreurs. Musk l'a expliqué très bien hier dans cette intervention étonnante qu'il a faite aux côtés du président dans le bureau du président hier après-midi, heure américaine, dans lequel il a dit on peut se tromper, mais c'est pas grave, on peut casser, c'est tant pis, c'est pas grave. L'important c'est d'avancer et d'être plus efficace et à la fin de faire des progrès. Et donc, c'est une idéologie, parce que c'est comme ça qu'il faut l'apprendre, une révolution intellectuelle, à mon avis, qui bien évidemment est exactement à l'opposé de la prudence européenne qu'on retrouve dans toutes ces réglementations, dans cette idée d'un État qui intervient, l'État-providence. C'est l'individualisme américain, mais développé à son point le plus extrême, le libertarianisme en quelque sorte. Et ça, je pense que ça va se développer pendant les prochaines années euh, d'une manière de plus en plus forte, de plus en plus brutale. Et donc, c'est quelque part une confrontation avec l'Europe et sa conception du monde, cette confrontation qui est là maintenant installée à la table avec laquelle nous allons devoir trouver des accommodements si possible. Est-ce que cette révolution intellectuelle réussira? L'interrogation est totale, nous allons voir. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'énorme confiance que tous ces gens développent autour de Trump. Les discours qu'ils tiennent, les essais qu'ils lancent, les articles qu'ils lancent dans le public, qui sont complètement ouverts et désinhibés. Et donc, je crois que l'Europe doit prendre conscience de cela. Or, l'Europe ne s'est pas préparée à cela, malheureusement. Un certain nombre de voix avaient mis en garde depuis quelque temps et souligné la nécessité d'anticiper, mais l'Europe ne l'a pas faite. Et elle se retrouve à peu près face à Trump 2.0 dans la même situation que pour Trump 1.0. Dietmar rappelait très très bien que dans les années qui ont suivi l'arrivée de Trump au pouvoir en 2017-2018, tout le monde a dit en Europe, à commencer par Madame Merkel, nous devons prendre notre destin en main, il faut changer les choses, il faut vivre avec cette nouvelle réalité. Nous ne l'avons pas fait, nous sommes restés assez nettement divisés entre nous, les Européens. Et je crains, pour répondre de manière anticipée à la question que vous avez mise sur la table, Monsieur le Président, que nous allons continuer à le faire. Et nous allons d'autant plus le faire qu'il y a aujourd'hui à la tête d'un certain nombre de gouvernements européens des gens qui sont très favorables aux idées de Trump. Même si, à mon avis, ils n'ont pas tout à fait mesuré ce que celle-ci avait de radical et même de difficilement compréhensible en Europe avec euh, notre culture héritée de l'esprit des Lumières, notre sensibilité quand même à la présence de l'État-providence. Nous n'avons pas bien mesuré tout ce que cela voulait dire. Autre observation pour répondre à votre question, quels vont être de manière très concrète les défis? Il y a
Il y a ceux que nous voyons déjà poindre de manière très précise, les questions de tarifs et de guerre commerciale. Je dirais, un peu comme l'a dit Eva, que ce n'est pas forcément les plus difficiles parce que ce sont ceux que l'Europe sait gérer. Ça va être dur, on prend des contre-mesures et puis quelque part, on essaye de se réunir autour d'une table et on peut peut-être trouver des accommodements. C'est ce qu'avait fait Jean-Claude Juncker lorsqu'il était président de la Commission européenne au temps de Trump, première manière. Et il avait réussi, on l'a un peu oublié, mais il avait réussi à suspendre ces mesures à base de concessions réciproques. Et il me semble que c'est peut-être quelque chose de ce genre qui va se passer. Euh, la bataille autour des nouvelles technologies va être beaucoup plus difficile parce qu'au fond, ce que l'on entend depuis quelques semaines et encore hier à Paris de la part du vice-président J.D. Vance, c'est il faut arrêter la mise en œuvre de vos directives sur l'industrie digitale et sur l'intelligence artificielle. Et c'est difficile pour l'Europe d'avaler son chapeau, bien évidemment. Donc ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est bien comme ça que, comme toujours avec l'idéologie en place maintenant à Washington, c'est un zero-sum game, c'est un jeu à somme nulle. Où vous perdez et nous gagnons, où vous gagnez et nous perdons, et c'est inacceptable, donc il faut qu'on gagne. Est-ce qu'on pourra trouver une formule intermédiaire? De type suspension provisoire des textes européens pour mieux les expliquer et mieux se comprendre, ou est-ce qu'on va à la bagarre? On le sent déjà chez les Européens, cette division dont je parlais tout à l'heure. Déjà, des voix s'élèvent, même chez les pays les plus importants, notamment en Allemagne ou ailleurs, pour dire soyons prudents. Je suis frappé de voir que au moment où nous essayons de nous rapprocher de la Grande-Bretagne post-Brexit, confère le récent sommet informel à Bruxelles avec Keith Starmer, je suis frappé de voir que depuis quelques jours, la Grande-Bretagne retrouve le grand large de Churchill. Elle ne signe pas la déclaration commune de Paris sur l'intelligence artificielle et elle a déjà dit que sur la question commerciale, elle espérait passer à travers les gouttes et obtenir des accommodements individuels avec l'Amérique de Donald Trump. Donc on voit déjà que là aussi, dans cet effort de rapprochement avec la Grande-Bretagne, nous rencontrons déjà des difficultés. Et puis peut-être le défi le plus important, c'est bien sûr la sécurité et notamment tout ce qui va sans doute se passer dans les prochains jours autour des discussions sur une sortie possible de la guerre d'Ukraine va mettre l'Europe au premier rang, euh, je dirais sous deux angles. Le premier, c'est sera-t-elle capable d'être à la table de négociation ou comme on peut le craindre à travers ce que l'on entend aujourd'hui à Washington, le risque d'une négociation directe entre les États-Unis et la Russie avec l'Union européenne et je dirais aussi peut-être l'Ukraine laissée à l'écart ou en tout cas avec très peu de voix au chapitre et pas beaucoup de prise en compte de leurs intérêts nationaux et européens. Donc ça, c'est la première difficulté, elle est importante. Et la deuxième, bien évidemment, c'est que derrière ça se dessine un nouvel ordre de sécurité en Europe qui risque d'être profondément différent de ceux qui existaient jusqu'à maintenant, et je dirais même aussi de ce que les Européens essayaient d'imaginer pour amadouer le président Trump, c'est-à-dire une nouvelle version de cette vieille idée du pilier européen au sein de l'OTAN. Il me semble qu'on va beaucoup plus loin que cela. Ce que l'on entend ici aux États-Unis, à Washington comme à New York, c'est qu'on n'est plus dans le partage de fardeau, le burden sharing, on est dans le transfert de fardeau, le burden shifting. C'est à l'Europe de s'occuper maintenant de sa sécurité. L'Amérique a d'autres responsabilités en Asie ou ailleurs. Euh,
et peut-être même avec cette nouvelle attention portée à Gaza par le président Trump, au Moyen-Orient, pour le nouvel ordre de sécurité au Moyen-Orient tel qu'Israël l'imagine. Et on voit bien que pour les Européens, c'est encore une fois un changement complet de paradigme et une nouvelle vision de la sécurité en Europe qu'ils doivent commencer à définir. Et ma dernière observation, parce que j'étais beaucoup trop long et je m'en excuse, Monsieur le Président, c'est que par rapport à ça, nous partons en ordre très dispersé avec un certain nombre de conditions préalables que l'Europe a du mal à remplir pour le moment et sur lesquelles elle va devoir rapidement pouvoir se mettre d'accord. La première, c'est précisément ce que je viens de dire, faire la bonne analyse de la nouvelle réalité la nouvelle réalité géopolitique qui est en train de s'installer dans les relations transatlantiques. Est-ce que à 27, nous sommes capables de faire une même analyse de ce qui est en train de se passer et d'en tirer les conséquences? La deuxième, c'est qu'à partir de là, est-ce que nous sommes capables de définir ce que j'appellerais une nouvelle boussole stratégique pour l'Europe? Une, euh, une, euh, une boussole stratégique dans laquelle nous serions capables de définir quels sont nos intérêts, quels sont les principaux défis que nous devons affronter, quels sont les principes sur lesquels nous devons essayer de bâtir une culture stratégique et une vision géopolitique de l'Europe dans le monde tel qu'il est, à commencer par le continent européen. Et à partir de là, je dirais le dernier point est sans doute le plus important, quelles actions, quelles initiatives nous pouvons prendre. Mais il me semble, et je terminerai par là, que nous devons prendre la mesure de ce que va être demain cette situation géopolitique en Europe, avec probablement, compte tenu de ce que l'on entend sur des possibles négociations autour d'une sortie de crise en Ukraine, une situation qui ne sera ni le retour à Helsinki, ni le retour à la stabilité stratégique telle qu'on la vivait avec les grands traités de contrôle des armements, la reprise d'un dialogue avec la Russie. Mon sentiment, c'est que nous entrons dans une période d'instabilité et d'incertitude stratégique en Europe qui va obliger les Européens à réfléchir en termes tout à fait nouveaux, qui ne seront même plus les termes peut-être de l'ancienne guerre froide, la politique de containment, la politique de coexistence pacifique. Non, ça sera comment gérer une instabilité stratégique qui est peut-être là pour longtemps en Europe avec pour les Européens la nécessité de définir eux-mêmes leur position sans beaucoup plus de soutien à l'avenir de l'Amérique, car je ne sens pas le président américain euh, dans une attitude, je dirais même intellectuelle, consistant à analyser le rapport de force en Europe en termes stratégiques. C'est on l'a dit, quelqu'un qui fait de la transaction et pour lequel il n'y a ni alliés ni ennemis, mais simplement des interlocuteurs avec lesquels on fait des deals au coup par coup. J'ai été beaucoup trop long, je m'arrête là et pardon peut-être d'avoir été un peu trop pessimiste, mais je veux être optimiste en pensant que malgré tout, l'Europe, face à ce défi tout à fait nouveau et presque existentiel, sera peut-être capable d'avancer, peut-être pas tous ensemble, mais peut-être à quelques-uns, dans une Europe plus flexible qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de votre intervention très riche. Juste deux petites remarques. Vous avez semblé parler, vous n'avez pas employé cette expression, mais d'une sorte de confrontation idéologique qui pouvait se développer entre les deux côtés de l'Atlantique. Et c'est extrêmement intéressant parce que, bien entendu, ça relie à l'évolution politique interne de nos propres sociétés en Europe, bien entendu. Alors, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais selon l'évolution de ces sociétés et l'évolution majoritaire de ces sociétés, la confrontation idéologique se posera différemment. Et puis, je réagis sur votre dernière remarque. Nous passons, bien entendu, nous autres Européens, voire européistes, notre temps à dire il faut que les Européens réagissent ensemble, qu'ils aient des positions communes, etc. Or, finalement, si on se retrouve in any way à la table de négociation
sur l'Ukraine, on sait bien que ce ne seront pas les 27. Ou est-ce que ça sera sur une position des 27? Non, ça sera sans doute sur une position de quelques pays. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir dans les années à venir, c'est ce que vous sembliez suggérer, une tension permanente entre cette affirmation presque morale de la nécessité et de l'unité des membres de l'Union européenne et puis la souplesse nécessaire que vous appeliez de vos voeux pour manœuvrer stratégiquement, si je puis dire. Politiquement, il faut affirmer qu'on est tous ensemble et stratégiquement, ça va mieux à quelques-uns pour être entièrement, entièrement vulgaire. Excusez-moi de faire ces remarques. Madame Laurence Nardon, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, le micro est assez... On vous entend. Non, juste sur votre dernière remarque, Dominique, l'Union européenne peut être là en tant que telle dans les négociations. Souvenez-vous des négociations sur le nucléaire iranien autour de 2015. Il y avait l'Union européenne, alors, En sus. aux côtés des Français, Russes, etc. Donc, elle pourrait être représentée en tant que telle. Bon, non, mais ça, c'était juste pour réagir sur vos derniers propos. Pour le reste, je suis extrêmement honorée de participer à côté de diplomates chevronnés. Et j'ai bien du mal à raconter des choses nouvelles. Vous nous avez demandé dans un premier tour de réponse de parler des défis, et tous ceux qui ont été évoqués étaient les défis, en effet, la tech, l'idéologie, etc. Je voudrais en ajouter un, je ne sais pas s'il a été dit aussi clairement par Madame l'ambassadrice et Monsieur l'ambassadeur, mais voilà celui auquel je pense. Il y a un premier défi aujourd'hui face à Trump en Europe, et c'est tout simplement un défi de courage. Parce que Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, revenu à la Maison-Blanche, c'était le 20 janvier dernier, a une stratégie d'annonce de décisions politiques, enfin ces fameux executive orders, il en a sorti une quarantaine, ils partent littéralement dans tous les sens, politique intérieure, politique étrangère, commerce, immigration, etc. Et on est étourdi véritablement par tout ce qu'il annonce. Et en fait, ça correspond de sa part à une vraie volonté de déstabiliser les interlocuteurs. On a parlé de shock and awe, choc et effroi, qui est un nom de doctrine militaire employée en 2003 en Irak. On a parlé aussi de flood the zone, ça c'était inonder la zone, ça c'était l'expression de Steve Bannon pour désigner la communication de Trump en 2016, mais c'est exactement la même chose cette fois-ci. Et je pense, alors quand je parle de courage, je veux dire qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. Alors c'est ce qu'on fait collectivement dans le monde entier aujourd'hui. Tout le monde est très inquiet, les opinions publiques, les médias tombent dans le panneau de cette communication de Trump. Et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il annonce plein de choses, mais il a expliqué lui-même dans ses ouvrages des années 2010, How to Get Rich ou The Art of the Deal, ces ouvrages qu'il a publiés avec beaucoup de succès quand il était homme d'affaires, il a expliqué noir sur blanc dans ses ouvrages sa technique de négociation. Et elle est très simple, c'est la même qu'il applique aujourd'hui. Il faut arriver dans une négociation de manière extrêmement brutale, en posant sur la table des exigences vraiment très fortes et presque délirantes. Par exemple, dire que les États-Unis vont s'installer à Gaza pour en faire un plan de développement immobilier, on peut dire que c'est vraiment enfin, une annonce extrêmement surprenante. Et alors, dans ces bouquins d'il y a 20 ans, il explique, voilà, il faut arriver dans une négociation avec des demandes extrêmement hautes pour déstabiliser l'adversaire. La personne avec laquelle il négocie est un adversaire, parce qu'on est toujours dans un jeu à somme nulle, il y a toujours un gagnant, un perdant. Mais, ok, donc il faut savoir ça, ne pas perdre ses moyens, ne pas se laisser déstabiliser, parce que ce qu'il explique après, toujours noir sur blanc, et c'est ça ce qu'il faut regarder, c'est que dans cette négociation telle qu'il la décrit, si la personne qui est en face ne se laisse pas déstabiliser et refuse, dit non, non, mais vos conditions ne sont pas du tout acceptables, je propose plutôt ceci, eh bien Trump explique qu'il faut laisser tomber les premières demandes, revenir en arrière et passer à d'autres demandes moins hautes.
En gros, dans l'immobilier, c'est annoncer un prix plus bas. Mais c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui, avec notamment ces annonces en termes de tarifs douaniers ou en termes de demandes adressées au Panama, par exemple, ces dernières semaines. Donc, quand je parle de courage, c'est tout simplement ça, c'est de dire qu'il faut voir clair dans le jeu de Trump, voir que ces annonces sont faites entre autres pour nous déstabiliser et que si nous restons solides, si nous restons fermes, il va probablement passer à autre chose. Je crois que c'est une technique qu'il faut vraiment avoir à l'esprit dans ces premières semaines d'administration Trump pour ne pas se laisser dépasser. Et donc, j'appelle les Européens collectivement et individuellement à ne pas se laisser effrayer par Donald Trump. Très bien, mais ça c'est valable pour les négociations bilatérales, si je puis dire. Mais par exemple, qu'est-ce que ça donne sur l'Ukraine? Parce que s'il parle à l'Union européenne, on lui dit non, vous dites n'importe quoi, donc on négocie sur autre chose. Ce qui est finalement, messieurs, madame et messieurs les ambassadeurs, une technique de négociation de diplomate mal élevée en réalité. Bon, alors que les diplomates sont très bien élevés. Bon, mais par exemple, sur l'Ukraine, ça va donner quoi? Bah, Ça pourrait donner quoi? oui, ça pourrait donner quoi? Ça pourrait donner des Européens qui insistent pour être à la table des négociations et ne se laissent pas balader. Puisque le débat aujourd'hui, enfin, je parle sous le contrôle des diplomates présents de manière numérique, euh, le débat aujourd'hui, c'est de savoir si Poutine va accepter de négocier, si Trump va se vexer avant que Poutine n'ait accepté de venir, mais surtout, combien de personnes seront autour de la table, n'est-ce pas? Et donc, dans les négociations, dans les discussions qui se déroulent maintenant en amont, il faut être assez vindicatif, il faut être mal élevé. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait une conversation, c'est-à-dire qu'entre les États-Unis et les Européens, pour le moment, il y a pas de conversation sur l'Ukraine. Ben, est-ce qu'il y en a Enfin, pas il y en a bien entendu entre gens du métier, mais enfin, il n'y a pas de conversation centrale. Je parle à votre place, madame, monsieur les ambassadeurs. C'est vous qui avez le savoir là-dessus. Je vous en prie, vous pouvez intervenir, je vous en prie. Dites-moi, madame Evanotti, monsieur Vimon, je vous en prie. Le bargain est ouvert. Dites-moi, je vous en prie. Juste un mot, parce que tu as parlé dernièrement de l'Ukraine. Il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important en ce qui concerne la différence entre la situation euh, dans l'ère Trump 1 et maintenant, ce que Pierre a décrit comme on n'est plus dans une situation où les États-Unis demandent un partage des fardeaux, mais c'est vraiment un transfert des fardeaux. Ça me paraît vraiment crucial parce que la question se pose, à part du fait quel genre de négociation aura lieu sur le sort de l'Ukraine et quel sera le rôle des Européens. Mais la vraie question se pose, est-ce que l'Europe sera prête de réfléchir sérieusement sur une situation en ce qui concerne la sécurité en Europe, où l'Europe se mettrait dans une situation si l'alliance transatlantique n'existait plus? Parce que ça c'est vraiment le starting point. Euh, c'est clair que pour les moments, il n'y a pas seulement une grande hésitation, il est pas une volonté de même aborder la question. C'est pas seulement le cas du Royaume-Uni, où je comprends un peu après Brexit, même avec une espèce de restart, une espèce de rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais je comprends que dans cette situation actuelle, le Royaume-Uni essaie d'une manière ou autre de rétablir une special relationship de quelque sorte. Mais la question se pose si ce n'est pas le cas pour un certain nombre de pays membres même, hein. Parce que contrairement à Minsk, il y a 10 ans, on peut en penser ce qu'on veut, mais à l'époque, il y avait une volonté et aussi une capacité de la part de l'Allemagne et de la France de s'engager. Et je me demande un peu dans la situation actuelle si
cette capacité existe toujours. Et ce que tu as dit, Dominique, en ce qui concerne aussi la difficulté de trouver un consensus entre les 27, ça me paraît tout à fait évident. La question se pose plutôt si on se pourrait trouver dans une situation d'avoir des coalitions euh, des quelques pays membres qui pourraient euh, dessiner une politique, une stratégie un peu plus cohérente. C'est la coalition de Willing au sein de l'Union européenne. Ça, c'est pour moi extrêmement intéressant. Et l'autre question qu'on n'a pas encore abordée, c'est le fait il y a pas seulement l'Europe, mais il y a pas mal d'autres pays dans le monde qui se trouvent dans une situation semblable. Il y a 3 jours, le premier ministre japonais était aux États-Unis, hein. Le Japon est un peu dans la même situation face à un partenaire, Japon, la Corée aussi. la Corée aussi. Donc, et constate aussi que la Chine, jusqu'à maintenant, était plutôt réticente à répondre d'une façon très claire. Donc, la question se pose, est-ce qu'on peut se limiter à la situation bilatérale essayer d'aborder les relations avec les États-Unis seulement dans le cadre de l'Alliance, ou est-ce qu'on doit penser au-delà et voir où on trouve des alliés qui sont dans une situation comparable pour renforcer un peu la question et la situation européenne? Merci. Je vous donne la parole tout de suite. Juste deux petites remarques, Dietmar. Je vais le dire de manière violente, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'Alliance Atlantique dans 4 ans? Alors que certains vont me dire dans 2 ans, parce qu'il y a les midterms, etc. Dans 4 ans. Est-ce qu'on peut imaginer, bon, l'Alliance Atlantique existera toujours, parce que les institutions sont beaucoup plus difficiles à tuer que les hommes, donc les institutions survivent, mais elle peut être vidée de tout son sens. Et à ce moment-là, on revient sur ta question, qu'est-ce qu'on met à la place? Est-ce qu'on met une gigantesque coalition européenne ou est-ce qu'on met un pôle de puissance militaire européenne qui prend des engagements pour les autres, etc. Est-ce qu'il faut réfléchir là-dessus? Parce que le pilier européen de l'Alliance Atlantique, c'est très intelligent, c'est une très vieille. Depuis que j'existe, j'entends parler du pilier européen de l'Alliance Atlantique. D'abord, il est très difficile à concevoir, et deuxièmement, il est intéressant s'il y a une Alliance Atlantique, précisément. S'il n'y a plus d'Alliance Atlantique, le pilier européen de l'Alliance Atlantique n'a plus de sens stratégique. Deuxième remarque, effectivement, ta remarque sur l'assise générale des États-Unis dans le monde est très intéressante parce qu'on peut se demander si la politique de Trump ne va pas avoir comme résultat de démonter finalement cette extraversion américaine à la surface de la planète et en particulier à travers les bases militaires américaines. C'est-à-dire que la remise en cause de l'argent mis par les Américains dans le déploiement de ces centaines de bases, cette remise en cause risque de saper les relations d'alliance que les États-Unis ont sur toute la surface de la planète, auquel cas, effectivement, la mise en cause des rapports transatlantiques ne serait qu'une partie de la remise en cause de la posture générale des États-Unis à la surface de la planète. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas censé intervenir, donc je me tais et je vous rends la parole. Madame l'ambassadrice. Merci. Nous L'accès à la avons, parole est libre. nous avons mis tellement de questions sur la table que c'est difficile de savoir exactement où commencer à répondre. Mais une petite remarque seulement à ce que va dire Dominique. Euh, je suis sûre que Dietmar et Pierre seront d'accord. Euh, on- tout ce qu'on a appris sur l'art de négocier, le mot brutalité ne figurait pas. Alors, une approche à la négociation qui est tellement différente de tout ce qu'on a appris
sur l'art de négocier en Europe. Alors, euh, c'est vraiment un autre monde. La deuxième remarque que je voulais bien faire touche un peu à ce que va dire Pierre. Nous avons eu Nathalie Tozzi, je pense que vous connaissez le nom. Nathalie Tozzi était à Vienne récemment pour une discussion. Elle a dit que l'Europe semble un poulet très bien nourri, hein, qui se trouve au milieu de jungle. Hein. Et c'est une image qui est vraiment très, très forte parce que tout le monde peut imaginer facilement quel est l'avenir d'un poulet bien nourri au milieu du jungle. Hein. Mais il y a une certaine vérité dans cette image parce que je pense dans les dernières décennies, l'Europe était très bien occupée avec soi-même. Nous serons un peu complaisantes, on a bien géré les différentes crises avec succès et avec perspicacité, mais on n'a pas suffisamment fait attention à tous les changements qui se préparent sur le niveau géopolitique. Hein. Et que l'environnement international a profondément changé. Hein. On n'a pas suffisamment fait des devoirs propres, on n'a pas suffisamment fait attention à tout ce qui se développe avec le BRICS, avec la Chine, avec le changement profond au milieu international concernant la question de la démocratie et de la démocratie parlementaire que nous avons suivi. Alors, ce sont des choses où on n'a pas, on a su ce que devait faire, mais on ne l'a pas fait. Et maintenant, on reçoit le compte. Euh, Dernier point, en ce qui concerne euh, les, ça fait plus que 40 ans que je suivis les relations transatlantiques, la politique européenne et la politique aux États-Unis. On a toujours eu des crises. Et je me souviens de la période de eurosclérose, europessimisme, l'Europe est finie, l'Europe est devenue un musée. Alors, merci bien, mais l'Europe, l'Europe existe encore et se rend assez bien. Hein. Euh, c'est un peu le même si on parle de l'OTAN, parce que aussi l'OTAN était toujours en crise. Yeah. On a changé le mandat, on a changé les membres, on a élargi, mais l'OTAN existe et l'OTAN, j'en suis sûr, va continuer à exister. Peut-être dans une forme un peu différente, mais comme un pilier de la sécurité européenne. Je suis sûr qu'aussi dans les années que vous avez mentionnées, 45 ans, l'OTAN va être là. Eh bien, écoutez, on remercie beaucoup nos amis autrichiens de nous remonter le moral sur l'Alliance Atlantique. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie, après je donnerai la parole à Laurence. Je vais, je vais essayer aussi de nous remonter le moral avec quelques, quelques points d'espoir, en tout cas. Euh, première observation, à partir de ce que
Laurence disait très justement sur la tactique, la méthode de négociation de Donald Trump et que par rapport à cette méthode, il fallait rester serein, lucide et ferme et faire preuve de courage. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si vous prenez par exemple le cas de l'Ukraine et de ce qui est en train de se passer, le vrai problème pour les Européens, au-delà de rester ferme et être courageux, c'est de proposer quelque chose, c'est d'être en initiative. Et c'est ça que je trouve préoccupant chez les Européens. Vous avez cité tout à l'heure Minsk, on peut être pour ou contre Minsk, mais au départ, et la raison pour laquelle l'Europe a été présente, c'est parce que le président de la République français et la chancelière allemande ont décidé de tenter quelque chose. Euh, Pourquoi est-ce que même si à la fin de la négociation nucléaire avec l'Iran, l'Amérique a pris les choses en main, mais au départ, c'est les Européens, ces trois ministres des Affaires étrangères européens en 2003 qui ont décidé d'aller à Téhéran et de discuter avec les Iraniens pour lancer quelque chose. Et exemple assez rare de la diplomatie européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie ont suivi et sont venus se joindre au groupe ensuite. Et tout ça sous l'autorité du haut représentant de l'Union européenne, Javier Solana. Donc, ça peut marcher, mais pour ça, il faut qu'on ait une Europe qui soit en initiative. Et le temps presse, parce que dans cette négociation sur l'Ukraine, on voit bien le risque pour poursuivre les supputations que nous avons commencées tout à l'heure. C'est que l'Amérique ne négocie pas du tout un accord de paix, mais négocie simplement un cessez-le-feu pour obtenir le résultat qu'elle veut à tout prix obtenir, c'est de pouvoir se retirer. Ce que le vice-président Vance, ce que le président Trump ne cesse de dire, c'est on a beaucoup trop donné, on a beaucoup trop payé, ça suffit, c'est plus notre affaire, on retire nos billes. Et pour ça, il faut trouver une forme de présentation et quelque chose comme un cessez-le-feu leur suffirait amplement. Et ça veut dire que la patate chaude sera toujours là et elle sera pour les Européens et pour les malheureux Ukrainiens. Et donc, c'est en anticipant ce risque-là qu'il faut se mettre en mouvement et avoir des Européens qui agissent. Je parlais tout à l'heure, mais vous m'avez repris au bon, Monsieur le Président, je parlais d'une Europe flexible. On voit bien qu'actuellement sur l'Ukraine, le dossier ukrainien, cette Europe est en train d'apparaître autour de la Pologne et de je dirais, quelques pays de l'Europe du Nord. Pays baltes, Finlande, Suède, et que de l'autre côté, on voit avec le triangle de Weimar, la France, l'Allemagne et maintenant peut-être l'Espagne et l'Italie, se constituer un groupe assez cohérent qui peut-être a quand même des idées assez précises. C'est peut-être de là que peut sortir une initiative. Mon seul conseil, c'est il faut faire vite, parce que comme toujours, avec l'Amérique en général, mais avec cette administration Trump, ça va vite et on risque d'être pris de vitesse par des annonces qui nous mettront devant le fait accompli. Donc voilà ma première observation. La deuxième, c'est une réflexion euh, qui, que j'entends ici beaucoup aux États-Unis actuellement. C'est euh, cette nouvelle administration Trump est très confiante en elle, très cohérente, très unie, pas de adulte dans la pièce capable de donner une idée différente et de ramener un peu de rationalité dans ce qui se passe, mais attendez, parce que ces gens sont là. Dans le cercle, je dirais, la communauté qui entoure Trump, dans ce groupe qui entoure Trump, actuellement dominé
incontestablement par les patrons du high-tech et par les jeunes de la Silicon Valley. Il y a aussi des gens qui attendent leur heure, qui ne sont pas totalement sûrs que tout ce qui se dit actuellement est plein de bon sens et qui espèrent peut-être qu'avec le temps, ils pourront se faire entendre, notamment lorsque les idées parfois très farfelues lancées par Donald Trump rencontreront de vrais blocages. J'ajouterais même quand peut-être l'évolution de la conjoncture économique montrera que les idées de Trump sur les droits de douane et d'autres sujets rencontrent une réalité moins favorable. Quelqu'un me disait l'autre jour ici aux États-Unis que ceux qui pourront peut-être arrêter Trump, c'est bien évidemment la justice américaine. Elle est actuellement sous pression, mais elle essaye de faire son travail. Il me disait peut-être aussi dans le cercle de Trump des gens plus raisonnables qui peu à peu se feront entendre, mais il me disait surtout à la fin, ce seront les marchés financiers. Et ce sera euh, le jugement porté par le marché financier sur la politique de Trump qui feront la différence. Parce que c'est peut-être ceux que Trump observe avec le plus d'attention. Or, l'inflation risque de reprendre, les chiffres de l'emploi ne sont pas très bons, etc., etc. Et donc, si ces tendances-là devaient continuer à se consolider, il y aura un vrai problème pour la politique économique de Donald Trump. Troisième observation, et je reprends ce que disait Dietmar tout à l'heure à propos des autres, ceux dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Je ne pense pas simplement à la Russie ou à la Chine, mais surtout aux Africains, aux pays d'Amérique latine, soumis actuellement à un feu roulant de coups de poing de l'administration Trump. Je pense au Moyen-Orient et à la manière dont des pays importants, des partenaires importants pour l'Europe, comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie aussi à certains égards, ont réagi avec beaucoup de sévérité aux propos de Donald Trump pas simplement sur Gaza, mais sur la manière dont il traite la population palestinienne et l'absence complète de son discours pour le moment du droit des Palestiniens à l'autodétermination, je dirais, à un État. Euh, c'est avec ces partenaires-là qu'il faut que l'Europe prenne langue et c'est avec ces partenaires-là qu'il faut que là aussi, elles prennent des initiatives. On voit bien que qu'au Moyen-Orient, avec la manière dont Trump se positionne sur des positions très extrêmes, même à certains égards encore plus extrêmes euh, que, que ce que dit publiquement, au moins, le gouvernement israélien, c'est-à-dire Trump accepte ouvertement euh, qu'il faut que les Palestiniens quittent Gaza et la Cisjordanie et aillent ailleurs. On voit bien que par rapport à ce positionnement extrême, il y a un espace diplomatique pour que des gens de bonne volonté et un peu raisonnables essayent de remettre au centre du jeu des propositions et des solutions qui soient plus réalistes. Euh, et ça, c'est vraiment un rôle pour l'Union européenne, pas seule, mais avec des partenaires au Moyen-Orient qui pourront peu à peu faire entendre raison. Et donc, j'en reviens toujours au même point. Pour ça, il faut se mobiliser, il faut agir, il faut avoir des idées nouvelles, il faut être créatif, innovatif. Et à mon avis, c'est ce qui manque le plus aux Européens. Euh, Eva parlait d'un poulet un peu trop gras, et elle a raison. On s'est enfermé dans une zone de confort et dernier exemple que je voudrais donner après celui de l'initiative de Minsk ou de la négociation sur le nucléaire iranien,
C'était Javier Solana au début des années 2000. C'était lui qui donnait des idées sur le processus de paix au Moyen-Orient, proposer une feuille de route, proposer la mise en place d'un groupe de quatre, le quartet, avec la Russie, les États-Unis et les Nations Unies. C'est cet esprit-là qu'il faut retrouver chez les Européens. Et s'ils ne peuvent pas le faire à 27, ce que je crois en effet extrêmement difficile, il faut qu'ils le fassent avec ceux qui ont les mêmes idées et qui sont prêts à agir. Je m'arrête là, pardon. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. L'un de nos correspondants, je vais vous donner la parole tout de suite, Laurence, l'un de nos correspondants met sur la table la question énergétique, en particulier sous la forme de la dépendance nouvelle depuis 3 ans de l'Europe vis-à-vis des ressources américaines, le gaz de schiste que nous achetons, etc. Est-ce que cela, je pose la question d'une manière naïve, est-ce que cela n'entraîne pas un lien de dépendance, j'allais dire, dur et automatique vis-à-vis des États-Unis? Je rajoute de ma propre initiative la question des ressources en terres rares, pour résumer, qui se trouvent en Ukraine et des négociations ou pseudo-négociations qui pourraient se développer autour de ces problèmes. Donc, si on pouvait aborder un petit peu ces questions énergétiques tout à l'heure. Laurence Nardon, je vous en prie. Oui, merci. C'est frustrant parce que tellement de choses passionnantes sont dites. Et on reviendra. On a 4 ans. Et puis à chaque fois, des choses à ajouter, mais le bateau passe. Et donc, mais bon, je voudrais quand même juste revenir sur ce que Dominique disait tout à l'heure, l'apparente contradiction entre un Trump brutal et conquérant et le fait que son action risque de détricoter le réseau des alliances qu'il a patiemment bâti depuis 1945 par les États-Unis dans le monde entier avec les bases, etc. C'est vrai que la théorie des relations internationales, de l'équilibre des menaces, explique que quand il y a un pays qui est très puissant, dans le monde, surtout s'il est très armé, eh bien, généralement, les puissances moyennes ou petites autour ont tendance à se méfier et à ne pas vouloir, et à vouloir combattre cette superpuissance. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit avec les États-Unis dans le monde depuis 1945, puisqu'ils ont justement tissé un réseau d'alliances exceptionnel et qui aujourd'hui n'a pas d'équivalent. La Russie, l'Iran, la Chine n'ont pas d'alliance militaire dans le monde. Alors à quoi est-ce que c'est dû? Au soft power américain, au plan Marshall, enfin au fait que les États-Unis depuis 1945, même s'ils étaient taxés de puissance impérialiste tout à fait nocive en Amérique latine par exemple, eh bien pour beaucoup de pays dans le monde étaient considérée comme une puissance bienfaisante, ou en tout cas bénigne. Aujourd'hui, avec Trump, est-ce que c'est ça qui va être mis en cause? C'est un peu la question que vous posiez, Dominique. Alors là, il y a deux choses à dire. C'est que d'une part, si effectivement Trump apparaît comme un dirigeant tout à fait brutal et qui n'est plus du tout dans la main tendue des États-Unis, est-ce qu'on va voir les pays du reste du monde se détourner des États-Unis et s'allier entre eux? Je pense que 4 ans, c'est une période beaucoup trop courte pour que ça puisse se faire. Donc, on a le risque qu'on a déjà évoqué de voir les pays essayer de faire des deals en bilatéral avec les États-Unis, ce qui serait évidemment une catastrophe, enfin, ce qui serait à mon avis pas bon du tout. Mais le deuxième point que je veux faire, c'est que même Trump est ambivalent sur cette question du détricotage des alliances, puisqu'il arrive cette fois-ci dans son second mandat avec une position qui est un nationalisme de projection à l'étranger. Vous voyez, pendant son premier mandat, Trump a pratiqué un nationalisme de repli. Il ne voulait pas être présent dans le reste du monde, il voulait Make America Great Again, rendre sa grandeur à l'Amérique, mais at home, à l'intérieur. Et il a envoyé le signal qu'il voulait arrêter les guerres. C'est lui qui a négocié le retrait américain d'Afghanistan, exécuté par Biden plus tard dans les conditions que l'on sait. La seule exception, c'est les frappes qu'il a faites en Syrie après des attaques chimiques du régime de Bachar el-Assad. Ça, probablement pour des raisons
tout simplement d'émotion. On sait que sa fille Ivanka lui avait montré des images des attaques chimiques. Il a dit on va les bombarder sur place. Donc c'était vraiment une réaction très éruptive sur le moment. On ne peut pas en faire une théorie de sa politique étrangère. Bref, on est passé d'un nationalisme de repli à un nationalisme de projection avec ses propos complètement impérialistes sur le Canada, sur le Groenland, sur le canal de Panama, sur Gaza. Euh, et donc, est-ce que ça détricote une alliance? Est-ce que ça détricote un système d'alliance? Ça reste possible, puisque on voit bien que sur le Groenland, par exemple, un président américain normal, entre guillemets, ou en tout cas tous les présidents américains depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, ont choisi de développer des bases militaires américaines au Groenland. Il y en a trois, en coopération avec le Danemark dans le cadre de l'OTAN. Mais comme Trump est un nationaliste, il ne veut pas entendre parler de l'OTAN, il ne veut pas mettre des bases sous contrôle américain et danois au Groenland, il veut avoir le Groenland pour lui tout seul. Donc c'est un impérialisme à la McKinley. Est-ce que ce n'est pas un impérialisme qui se replie sur la doctrine Monroe avec un espace un peu élargi au Groenland, si je puis dire, en géographie approximative? Oui, tout à fait. Ou alors un impérialisme à la McKinley, donc ce président républicain de la fin du 19e siècle, qui a été le premier, alors d'ailleurs sur les conseils de l'amiral Mahon, qui était ce stratège géopoliticien américain, mais aussi de Teddy Roosevelt, qui était au département de la marine à l'époque, avant d'être président. McKinley, c'est le premier président à avoir, une fois que les États-Unis avaient conquis tout leur continent de l'Atlantique au Pacifique, le premier, donc, a projeté la puissance américaine à l'extérieur. Donc, c'est lui qui, en 1898, conquiert les Philippines, Guam, pardon, Hawaï dans le Pacifique, euh, Porto Rico et Cuba dans l'Atlantique. Enfin, c'est lui qui commence à projeter la... Voilà. Et donc, on voit que Trump est un petit peu dans le même projet pour le monde, c'est-à-dire acquérir des territoires pour augmenter la puissance du pays dans le monde. Alors, c'est pas forcément quelque chose de belliciste, mais c'est quelque chose dans la projection, dans la projection dans le géographique dans le reste du monde. Alors après, ça peut en même temps détricoter les alliances sur l'OTAN, comme on disait tout à l'heure, ou dans l'Indo-Pacifique, mais son hostilité envers la Chine me laisse penser qu'il ne sera pas très pressé de détricoter les alliances avec le Japon ou les pays de la région, la Corée du Sud, etc. Mais je ne sais pas ce qu'en pense. Les rapports avec la Chine sont plus ambigus qu'il n'y paraît. Oui. Enfin bon, je vous en prie. Donc, sur ces questions, je vous en prie, vous avez la parole. Non, moi, je veux bien intervenir rapidement pour poursuivre dans ce que venait de dire Laurence Nardon. Euh, Passer d'un nationalisme de repli à un nationalisme de projection laisse entier le problème je dirais, de ce qu'est l'essence de la diplomatie de Trump, qui n'est pas une diplomatie amicale, bienveillante, en effet. Regardez tout ce qui est en train de se passer autour de leur agence en charge du développement, l'USAID, c'est-à-dire toute cette idée du soft power américain est en train d'être complètement remise en cause euh, par, euh, par Trump et son entourage, pour d'ailleurs deux motifs que je trouve tout à fait intéressants et qui sont au cœur de l'idéologie et de cette révolution intellectuelle de Trump dont je parlais au départ, c'est-à-dire l'argent américain est mal utilisé à travers toute cette aide humanitaire, culturelle, même politique, à destination de mouvements libéraux, etc. Mais deuxièmement, quelque chose de beaucoup plus profond qui est l'Amérique
ne doit plus, à travers ces opérations-là, essayer de développer une idéologie qui est une idéologie du passé, qui était en effet une idéologie bienveillante, euh, défenseuse des droits de l'homme, également, bien évidemment, et ça renforce la critique de l'entourage de Trump, avec une approche un peu de type woke culture, la culture woke. Tout ça, c'est fini, on ne veut plus, on ne s'occupe plus de rien. Et toutes les mesures qui sont prises sont absolument étonnantes parce qu'elles sont à revers de tout ce qu'était le cœur, la base de la diplomatie américaine. On supprime les gens qui étaient chargés de la surveillance des attaques cyber et de la désinformation qui pouvaient être menées par la Russie ou la Chine. C'est fini. À la limite, c'est libre jeu. On ouvre le champ des possibilités aujourd'hui. Et donc, c'est une vraie vision totalement nouvelle de l'Amérique dans son rapport avec le monde. Et il me semble que pour les partenaires européens, que ce soit l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, bien évidemment, ça pose aujourd'hui des questions absolument fondamentales. C'est comment est-ce que je me protège, vers qui je me tourne, quelles nouvelles alliances je dois essayer d'avoir. Comme on dit en anglais, tous ces gens font du hedging, c'est-à-dire comment assurer sa sécurité par d'autres manières. Et comme nous vivons dans un monde où tout s'accélère, ça va aller très vite. Et euh, après la tournée de Marco Rubio en Amérique latine, où il a dit ses quatre vérités à la plupart des partenaires européens et pas simplement à des partenaires latino-américains, pas simplement Panama, bien évidemment, mais la Colombie, le Salvador, etc., etc. Moi, ce qui je trouve très intéressant à observer dans les prochaines semaines, c'est que va faire la Chine en Amérique latine, où elle a déjà essayé d'établir sa présence et son influence avec des pays qui ont des terres rares et des minerais critiques. Ça va être très intéressant à suivre. Et comment est-ce que sur cette base, ce qui me paraît évident, c'est-à-dire euh, en changeant, euh, en changeant sa politique extérieure, Trump ouvre un vide que d'autres vont immédiatement ou d'autres vont immédiatement se précipiter. Quelle sera la réaction de Trump? Est-ce qu'il va se rendre compte que c'est une politique dangereuse? Est-ce qu'il va éventuellement changer? Ça, c'est le premier point que je voulais faire. La deuxième observation pour répondre à votre question, Monsieur le Président, sur la dépendance, une nouvelle dépendance énergétique à l'égard des États-Unis. Oui, c'est une question très, très, très juste. Et si aujourd'hui, dans la politique économique internationale de l'Union européenne, la volonté d'éviter toute dépendance excessive, toute over-dependency, comme le répète volontiers Madame van der Leyen, la nécessité du de-risking, de limiter les risques de dépendance, oui, vis-à-vis des États-Unis, qui ne pourra peut-être plus être considéré comme un allié sûr et crédible euh, et durable, cette question-là va se poser aussi. Il faut que nous en soyons conscients. Euh, Laisser tomber Nord Stream et la dépendance à la Russie pour se précipiter dans les bras des États-Unis peut se révéler à terme aussi dangereux diplomatiquement que l'était la dépendance à l'égard de la Russie. Donc oui, c'est toutes ces réflexions-là que les Européens doivent avoir. Je reviens au point que je faisais au départ, c'est comprendre, c'est pour les Européens, au départ, c'est comprendre le monde nouveau dans lequel ils sont et les risques que cela pose à leurs propres intérêts. Je m'arrête. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Madame l'ambassadrice, vous aurez le dernier mot. Je vous en C'est prie. le moment juste pour souligner un peu ce que Pierre a dit un peu en avant. Euh, Si l'Europe veut jouer un rôle dans les différentes crises qui nous confrontent, il faut chercher des alliés. Et je pense que c'est une idée extrêmement importante euh, que au Moyen-Orient, en Afrique,
Soudan, Afghanistan, toutes les crises qui nous confrontent, il faut que l'Europe travaille avec ses alliés. Et ça ne suffit pas d'inviter l'un et l'autre à participer à un conseil. Yeah. Il faut développer des stratégies, il faut être créatif, il faut développer des concepts un peu nouveaux, yeah, pour, euh, pour vraiment essayer de jouer un rôle. Sinon, je pense que ça va être très difficile dans l'avenir. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Et vous m'entendez? Oui. Oui, pardon, excusez-moi, il y a eu un saut d'image. Yeah. Merci infiniment. Je trouve votre conclusion tout à fait pertinente parce que nous avons essayé de réfléchir sur les relations transatlantiques et vous concluez en nous disant que les relations transatlantiques ne peuvent pas épuiser évidemment les relations internationales et surtout les pratiques diplomatiques européennes. Donc merci infiniment à tous pour votre participation ce soir. Je regrette beaucoup que notre ami l'ambassadeur italien n'ait pas pu nous rejoindre. Il doit être perdu dans les embouteillages de Rome ou quelque part par ailleurs. Nous vous souhaitons de s'en tirer le plus rapidement possible. Merci infiniment de votre participation. J'en profite pour dire que le prochain numéro de politique étrangère, car un peu de propagande ne fait pas de mal, le prochain numéro de politique étrangère qui paraîtra dans 3 semaines comprendra un article de Pierre Vimont. Eh bien, Sur les garanties de sécurité éventuellement à procurer à l'Ukraine. Donc c'est en plein dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc merci à tous et bonne soirée.